Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis le professeur Prima de Nancy, je suis vice-président de la SFNDT et je suis très heureux de présenter ce webinaire qui est organisé avec la SFNDT. Alors pour la SFNDT, vous avez notre présidente, professeur Marie Von-Ourmand, professeur Fatouma Touré de Limoges qui fera la première présentation, professeur Dominique Guérotte de Rouen qui fera la seconde présentation. Et nous avons aussi avec nous Madame Cécile Van de Viver qui va porter les questions que vous allez poser et je lui passe la parole pour un petit mot d'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bien heureux de vous accueillir au sein du troisième webinaire avec la SFNDT donc et France Rhin. Cette conférence a pour objectif d'informer les patients et de leur donner un accès plus direct à ces professionnels dont ils entendent parler régulièrement. Pour cette troisième édition, on vous propose un thème sur l'enseignement du dernier congrès de la SFNDT. Nous avons collecté vos questions et elles seront posées au fur et à mesure des présentations de ces professionnels. Nous ne pourrons malgré tout pas toutes les poser, nous en garderons certaines pour d'autres webinaires. Nous avons gardé celles qui correspondaient aux thèmes qui seront débattus aujourd'hui. Pour commencer, nous suivrons le professeur Dominique Guérotte de Rouen au sujet des nouveautés thérapeutiques. Pour commencer, ce sera le professeur Touré concernant les travaux de recherche de la SFNDT sur le Covid, puis le professeur Guérotte de Rouen au sujet des nouveautés thérapeutiques, et enfin, le professeur Frima qui vient de nous parler, qui nous apportera des informations concernant le parcours de soins. Donc, merci d'être avec nous et à tout à l'heure. Très bien, donc bonjour à tous. J'ai le plaisir d'ouvrir cette session. Je ne sais pas si tout le monde voit mon diaporama. Voilà, Nathalie, si vous voulez bien me dire si ça se passe bien. Oui, absolument. Très bien, merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de nous avoir conviés à... par contre, là, il y a la caméra, donc je pense que tout le monde voit la caméra et pas les diapos. Non, on vous voit et on voit les diapos, il n'y a pas de souci, on voit très bien. D'accord, bon, très bien, donc je continue. Donc je remercie les organisateurs de ce webinaire de m'avoir convié à faire cette présentation sur les travaux de recherche qui ont été soutenus et qui sont soutenus par la SFNDT. Donc pour situer un peu les choses, il faut savoir que pardon, je vais essayer d'enlever voilà, la caméra parce que sinon je ne vois pas mes diapos. Donc pour situer un petit peu le contexte de ces appels d'offres, il faut savoir que la recherche fondamentale et la recherche clinique sont des volets extrêmement importants dans la vie de notre société savante et aussi dans la vie de notre discipline médicale. Donc c'est dans cette philosophie que la SFNDT, au travers de la commission recherche ou de la commission scientifique, développe un certain nombre d'actions qui concernent tous les domaines de notre discipline, aussi bien la néphrologie, la dialyse et la transplantation. Ces actions sont des actions de soutien financier à des projets de recherche, mais aussi des actions d'initiation à la recherche pour les plus jeunes néphrologues sous la forme d'un séminaire recherche. Et il y a aussi des actions de communication autour de la recherche et des avancées scientifiques, notamment lors du congrès de la SFNDT. Donc cette première diapositive, pour vous situer un petit peu le contexte, en cette année 2020, il y a eu 6 appels d'offres à projets, notamment l'appel d'offres Covid, mais aussi des projets de thèse, des Master 2 et des subventions recherche, IRCT dialyse ou transplantation, ce qui a donné lieu à 76 dossiers de candidature et au final 22 projets ont été retenus et financés par la SFNDT. Toutes ces évaluations des dossiers et des projets scientifiques sont extrêmement rigoureuses. Elles sont faites par les membres de la commission scientifique et donc je voulais à travers cette première diapositive remercier tous les membres de la commission scientifique. Ils sont trop nombreux pour que je puisse vous les citer, mais vous pouvez les voir ici en miniature. Voilà. Donc pour en revenir à
Alors, ma diapositive ne passe pas, mais passera peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, pour en revenir à l'appel d'offres Covid, donc c'est dans le contexte sanitaire exceptionnel de cette année que la SFNDT a souhaité soutenir la recherche néphrologique en lien avec l'infection SARS-CoV-2. Donc, pour cette raison, il y a eu un appel d'offres exceptionnel qui n'avait jamais été mis en place et sous un format aussi un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a demandé aux personnes qui voulaient postuler à cet appel d'offres de soumettre très rapidement un projet. Ils avaient 15 jours pour soumettre le projet et nous l'avons évalué rapidement également dans un souci de pouvoir financer, déclencher très rapidement le financement et la réalisation de ces projets de recherche qu'on estimait urgents autour du SARS-CoV-2. Donc tous les projets de recherche fondamentale ou clinique étaient éligibles à partir du moment où ils s'intéressaient aux mécanismes physiopathologiques, des conséquences ou des spécificités de l'infection coronavirus chez les patients néphrologiques dialysés ou transplantés. Donc, il y a eu 12 dossiers qui ont été déposés dans cet appel d'offres Covid. Ils ont chacun été évalués par 2 reviewers de la commission scientifique et nous avons fait une délibération en visioconférence. Ça a été très difficile de départager les dossiers puisqu'ils étaient tous d'excellente qualité scientifique et répondaient à des questions pertinentes dans chacune des aires de la néphrologie, de la dialyse ou de la transplantation. Et donc, notre critère de choix a été que ces projets soient faisables dans un temps imparti assez court et qu'il y ait des retombées à court terme pour la discipline, mais surtout pour les patients. Donc, 4 dossiers ont pu être financés dans cet appel d'offres Covid. Le premier concernait celui du professeur Pascal Houillet, qui concernait à identifier les mécanismes de l'hypokaliémie, donc de la baisse du potassium chez les patients qui étaient atteints de Covid-19. Donc, c'est une particularité qui a été identifiée chez plusieurs patients atteints de Covid, d'avoir un potassium assez bas. Et le but de ce projet était de voir si le rein et l'atteinte rénale pouvait expliquer cette baisse du potassium. Le deuxième projet était celui du docteur Gaillard à Bichat. C'était un projet plutôt épidémiologique qui visait à caractériser l'atteinte rénale du Covid-19 à partir du registre de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Vous savez que Paris a été une zone rouge, Paris-Île-de-France a été une zone rouge pendant la première phase du Covid et donc plusieurs patients ont été hospitalisés et référencés dans les registres de la PHP et le but du docteur Gaillard, c'était de reprendre toutes les caractéristiques, âge, poids, degré d'insuffisance rénale, particularités histologiques et particularités rénales de ces patients qui ont présenté un Covid afin de déterminer les particularités de l'atteinte rénale du Covid sur un plan clinique. Ensuite, le docteur Marion Raban à Paris a également bénéficié d'un financement dans le cadre de cet appel d'offres et son projet visait à décrire l'atteinte histologique, anatomopathologique, l'atteinte rénale du Covid-19. Le docteur Raban est anapathe et donc analyse les biopsies rénales et elle avait pu réaliser une collection de biopsies rénales de patients Covid-19 et donc l'idée c'était de voir si le virus se retrouvait plutôt dans les glomérules ou plutôt dans les tubes, quelle structure était particulièrement atteinte au cours de l'atteinte Covid-19. Et le quatrième projet qu'on va particulièrement développer aujourd'hui est celui du docteur Reddit de Bordeaux, qui a étudié les effets psychologiques du Covid-19 chez les patients dialysés et chez leurs soignants. Donc, il faut savoir que l'ensemble de ces 4 projets sont en cours. Donc, j'ai pu échanger avec chacun des porteurs de projets et ces travaux avancent. Mais nous avons voulu, par souci de temps, mettre en exergue un de ces 4 projets aujourd'hui. On ne pouvait pas tous les détailler et c'est celui du docteur Reddit qui a été choisi. Donc cette diapositive pour vous présenter Mathilde Reddit, qui est une jeune néphrologue, donc je tairai son âge par discrétion, mais elle a dans la trentaine. Elle a une formation initiale à Bordeaux. Elle est médecin à l'ORAD Aquitaine pour un 50%.
Et elle a la particularité de faire aussi à 50% une thèse de sciences. Elle est en fin de cursus de sa thèse de sciences, dans sa dernière année, et elle fait une thèse d'épidémiologie et de biostatistique sous la direction du professeur Aramba, du professeur Combe et du docteur, pardon, je suis désolée, je vois l'effondré, donc au sein de l'unité INSERM de Bordeaux, dédiée à la biostatistique. Donc, c'est une personne qui a une formation robuste en statistique et vous verrez que c'était un élément important dans l'analyse de ce travail de recherche. Pour l'idée originale de ce travail sur les effets psychologiques du Covid, eh bien, cette idée est portée par un trio, le docteur Redit, mais également le docteur Guéraoui, qui est néphrologue à Lyon et qui travaille à Calidial, et le docteur Idier, qui est psychologue à Bordeaux. Et cet apport psychologique était extrêmement important dans la méthodologie et notamment dans la validation des échelles psychologiques, des échelles d'évaluation qui ont été utilisées dans ce travail. Donc, le travail s'intitule « Répercussions psychologiques du confinement et de l'épidémie Covid chez les patients et les soignants en hémodialyse en France ». C'est un travail qui a bien avancé puisque les premiers résultats sont actuellement soumis pour publication dans notre revue de la société qui est la revue Néphrologie et thérapeutique. Et donc, les principaux auteurs de ce travail sont les personnes qui ont eu l'idée initiale, c'est-à-dire le docteur Guéraoui, le docteur Idier et le docteur Redit. Les objectifs étaient de décrire les réactions psychologiques immédiates des patients en hémodialyse et de leurs soignants pendant la durée du confinement et d'analyser les facteurs de risque de stress, de dépression et d'anxiété. Il s'agissait d'une étude multicentrique, c'est-à-dire qu'elle portait sur plusieurs centres en France. Il s'agit d'une étude qui a été non interventionnelle, donc il n'y a pas eu d'intervention directe auprès des patients. C'était un questionnaire qui était adressé aux patients, remis entre le 28 avril et le 11 mai, et on demandait une réponse par voie postale ou par Google Form. Donc il n'y avait pas de recueil dans les dossiers comme parfois on peut être amené à faire dans certaines études. Il y a eu 14 centres investigateurs et au total, un nombre assez conséquent de participants, 994, une grande majorité de patients et 300 soignants à peu près. Donc, les données, comme je vous l'ai expliqué, étaient recueillies de façon déclarative. Donc, c'est le patient ou le soignant qui remplissait le formulaire et qui le renvoyait. Les questions posées portaient sur des éléments sociodémographiques tels que le sexe, l'âge, la situation maritale, le mode de vie, le type de dialyse et la structure, est-ce que c'était un centre lourd, une autodialyse. Alors, les antécédents psychologiques, là aussi, on faisait vraiment appel au patient qui devait exprimer s'il jugeait qu'il avait vécu par le passé un événement traumatisant sur le plan psychologique ou non. Donc, ça pouvait être tous les événements possibles à partir du moment où le patient ou le soignant jugeait que ça relevait d'un traumatisme psychologique. Le contact avec une personne Covid, l'évaluation psychologique en elle-même portait sur la perception des séances avec une échelle de Likert. C'est une échelle qui permettait d'évaluer si les séances de dialyse étaient perçues comme bénéfiques ou au contraire comme inquiétantes. Il y avait une évaluation du stress par une échelle numérique, comme on fait pour l'évaluation pour la douleur, donc qui allait de 1 à 10. Et puis, il y avait une évaluation de la symptomatologie anxieuse et dépressive par des échelles plus, on va dire, plus habituelles dans le monde de la psychologie, et c'est le score HADS. Et puis, l'analyse statistique donc, qui a été menée par le docteur Edith et son équipe. En termes de résultats, on voit que la majorité des personnes qui ont répondu, que ce soit les patients ou les soignants, venaient à 30% de Rhône-Alpes ou à 30% de la Bretagne. Il y avait aussi quelques participants d'Alsace, de la région parisienne, mais les deux centres qui ont extrêmement bien participé, c'est le Rhône-Alpes et la Bretagne, probablement parce qu'il y avait plusieurs centres dans ces régions.
Donc, un descriptif de la population étudiée. Donc, les patients, il y avait 669 patients qui ont répondu pour 325 soignants. Les patients étaient majoritairement des hommes, alors que les soignants étaient plutôt des femmes, seulement 12% d'hommes. Les patients étaient un peu plus âgés, c'est normal, 69 ans en moyenne. Les soignants étaient âgés de plutôt la quarantaine, 37 ans. Les patients jugeaient qu'ils avaient été victimes, entre guillemets, de troubles psychologiques antérieurs de façon plus fréquente que les soignants. Et la répartition était assez homogène. Il y avait autant de patients en autodialyse, en centre hospitalier ou en UDM chez les patients que chez les soignants. Le contact avec une personne Covid+ était assez faible finalement, 12% chez les patients, mais par contre plus important chez les soignants, 65%, et seulement 5% des patients avaient été positifs au Covid-19, alors que 20% des soignants avaient été positifs au Covid-19. Le premier renseignement de ce travail, c'est de voir que la perception des séances qui auraient pu être perçues comme une contrainte ou comme une inquiétude était au final, dans 3/4 des cas, considérée comme bénéfique, c'est-à-dire qu'il y avait une vision positive du fait d'aller en séance de dialyse, alors que ça aurait pu être un élément inquiétant. En ce qui concerne les éléments liés à l'épidémie, le stress lié au confinement ou la peur de contracter le Covid-19 ou le score d'anxiété, il est intéressant de noter que les patients n'étaient finalement pas très inquiets, en tout cas beaucoup moins que le personnel soignant de ces structures qui présentaient un haut score d'anxiété et notamment de stress lié à l'épidémie et de peur de contracter le virus. En ce qui concerne la dépression, à l'inverse, c'est plutôt donc l'inverse. Ce sont les patients qui avaient des scores de dépression les plus élevés, avec 25% de la population de patients qui avaient un score HADS de dépression élevé. Il est à noter que pour autant, même si 25% de la population s'estimait déprimée, eh bien c'est inférieur au score habituellement retrouvé dans les populations dialysées où la dépression est un élément beaucoup plus fréquent. Donc il semble que cet épisode de confinement et de Covid n'ait pas eu de répercussions aussi graves qu'on le pensait sur le syndrome dépressif. Lorsqu'on analyse les facteurs associés à l'anxiété et au stress, eh bien, au final, on retrouve des facteurs classiquement retrouvés dans ces épisodes de traumatisme, c'est-à-dire que c'était les sujets jeunes plutôt qui étaient anxieux, plutôt les femmes et plutôt les personnes qui ont jugé avoir un trouble psychologique antérieur, donc qui avait quelque part un terrain un peu favorisant. Et il était intéressant de voir également que les personnes qui trouvaient que d'aller en dialyse était quelque chose d'inquiétant pour eux étaient finalement aussi les plus anxieux par rapport au stress et au fait d'attraper le Covid. Donc, c'est deux éléments qui allaient de pair. En ce qui concerne le syndrome dépressif, étaient plus déprimés les personnes qui avaient un traumatisme psychologique antérieur et ceux qui avaient là aussi une perception inquiétante du fait d'aller en dialyse versus une perception bénéfique. Plusieurs facteurs n'étaient pas associés à cet état de stress ou de dépression. La situation familiale n'avait pas de lien, avoir des enfants n'avait pas de lien, le type d'habitation, la structure de dialyse n'avait pas de lien, ni la région. Et si on regarde les facteurs associés à la peur d'attraper le Covid, eh bien, c'était finalement les gens jeunes avec une perception de dialyse, perception des séances de dialyse inquiétantes et plutôt les soignants qui étaient très stressés par rapport à la peur d'attraper le Covid. Donc, que conclure de ce travail? Eh bien, premièrement, que le niveau de stress et d'anxiété et de dépression était peu élevé par rapport à ce qu'on s'attendait à avoir avec un épisode aussi inédit qu'un confinement
nationale. Finalement, les facteurs qui ont été retrouvés comme associés au niveau de stress, d'anxiété et de dépression sont ceux qui sont habituellement retrouvés dans les situations d'anxiété et de traumatisme collectif, c'est-à-dire c'est souvent les sujets les plus jeunes qui sont les plus atteints, les femmes et ceux qui ont un traumatisme psychologique antérieur. Il y avait peu de spécificités liées à l'épidémie Covid et peu d'impact de la région et du contact, de la peur du contact avec les patients Covid+. Donc, si on retient les facteurs associés au niveau de stress et d'anxiété et de dépression, eh bien, la perception des séances inquiétantes versus bénéfiques serait quand même une question finalement assez facile à poser pour dépister les patients à risque et leur proposer un soutien psychologique et un accompagnement. Donc, dans cette population, on viserait les sujets jeunes, plutôt les femmes, et ceux qui ont eu un traumatisme psychologique antérieur. Mais le fait de percevoir les séances de dialyse comme inquiétante, c'est un élément orientateur vers un stress et un syndrome dépressif plus important que les autres. Donc, quelques limites et quelques points forts par rapport à ce travail. D'abord, les remarques qui restent mineures. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire une évaluation longitudinale de ce travail, c'est-à-dire de répéter le questionnaire, surtout que finalement, l'histoire nous a montré qu'il y avait un deuxième confinement et que peut-être ce deuxième confinement allait être vécu différemment du premier. Est-ce qu'il y a une vraie représentativité des participants parce qu'on a toujours le biais de la réponse, c'est-à-dire que c'est certains patients qui ont répondu, certains soignants qui ont répondu et pas tout le monde. Donc, quel est l'état d'esprit de ceux qui n'ont pas répondu? Après, à côté de ça, il y a vraiment beaucoup de points forts pour cette étude. C'est la seule étude française, voire européenne, qui porte sur les répercussions psychologiques du confinement sur les patients dialysés et leurs soignants. C'est une étude qui est bien menée, qui est pertinente, qui est robuste sur le plan méthodologique. Donc, on ne peut que féliciter les auteurs et je me fais le porte-parole de tous pour leur adresser mes plus sincères félicitations. Voilà, je vous remercie. J'en ai fini avec la présentation. Très bien, merci professeur. Nous avons quelques questions, je crois que c'est le professeur Augment qui va y répondre, qui concerne justement la période de Covid que nous traversons. La toute première, c'est comment fonctionne le vaccin de la grippe chez un greffé? Alors, c'est pas tout à fait le Covid, mais bon, on est sur la période vaccinale. Rien, ça se pose actuellement aussi. Je suppose que ça veut dire quelle est l'efficacité du vaccin chez le greffé. Alors, le virus de la grippe a la particularité de muter beaucoup d'une année sur l'autre. Et quand on prépare une souche vaccinale, enfin, quand on prépare un vaccin, on se base sur la souche de l'année précédente. Donc, quand le virus a beaucoup muté, en fait, cette souche peut ce vaccin peut être moins efficace. En général, on estime que l'efficacité de la vaccination contre la grippe est de l'ordre de 50%. Et c'est quand même suffisant pour mettre fin à l'épidémie. Alors après, qu'est-ce que ça donne? Quel est le résultat de la vaccination chez le greffé? Alors évidemment, la réponse est moins bonne chez l'immunodéprimé que chez la personne qui a des défenses immunitaires normales. Donc, malgré ça, les médecins de la transplantation, et c'est vrai pour les dialysés aussi, recommandent toujours à leurs patients d'être vaccinés. Tous les ans, on voit des patients greffés ou dialysés qui font des formes sévères, des patients qui vont en réanimation et des patients qui décèdent de la grippe. Alors qu'on a tendance à, peut-être parce qu'on la connaît tous les hivers, on a tendance quelquefois à la dédramatiser, mais il ne faut pas. Il faut être vacciné. La réponse, elle est sûrement inférieure et les règles sont de vacciner à partir de 6 mois du 6e mois de la transplantation. Mais on peut vacciner un patient au 3e mois, par exemple, si on est en pleine phase épidémique et que le virus paraît virulent. D'accord. D'accord. Et il y a plus de rappels peut-être ou pas? Non, il n'y a pas besoin de rappel dans ces cas-là? C'est le même calendrier vaccinal qu'une personne juste fragile? Oui, tout à fait, exact. Oui, tout à fait, c'est le même calendrier. Et puis, alors je ne sais pas si c'est vraiment bien fait dans toutes les régions. Normalement, le patient greffé est immunodéprimé et il doit recevoir une ordonnance de la sécurité sociale pour la vaccination.
Mais j'ai l'impression que ce n'est pas parfaitement fait dans toutes les régions. D'accord. Nous avons aussi une autre question encore sur le vaccin. Quel vaccin anti-Covid pour les transplantés? Alors ça, c'est un peu difficile de répondre parce que finalement, on ne sait pas encore grand-chose sur les vaccins qui vont arriver. Bon, après, généralement, il faut énormément d'années, plus de 10 ans pour mettre au point un vaccin. Ici, le Covid-19, enfin le SARS-CoV-2, on le connaît depuis le début de l'année. Donc, si on peut nous proposer maintenant des vaccins, c'est quand même assez exceptionnel comme procédure. Alors, ces vaccins, on parle beaucoup du vaccin de Pfizer et celui de Moderna, qui sont des vaccins qui ne sont pas fabriqués de façon classique. Donc, il y a une inconnue aussi sur les effets secondaires et ce qu'ils peuvent donner à long terme. Donc, ces deux vaccins vont arriver les premiers. Ils ont été mis au point ils ont été testés dans des grandes cohortes de patients où il y avait plus de 30 000 personnes pour les deux laboratoires, mais finalement, les personnes vaccinées comparées à des personnes qui ont reçu un placebo, après attrapaient ou pas l'infection. Évidemment, on n'allait pas leur injecter ou leur faire inhaler un Covid-19, un Covid-2 plutôt. Et donc, certaines personnes ont attrapé l'infection, d'autres n'ont pas attrapé. Puis finalement, la cohorte est réduite, puisqu'il y a en tout 94 patients qui ont fait l'infection Covid-19. Donc, ça fait finalement assez peu de personnes. Et par contre, sur le plan statistique, c'est très clair, il y en a eu beaucoup plus dans le groupe placebo. La différence est très importante, hein, c'est presque pas de patients infectés pour ceux qui ont été vaccinés, et puis des patients infectés dans le groupe placebo, avec donc tous ces chiffres qu'on entend dans les médias, d'une efficacité à 90-94%, et celui de Pfizer maintenant est à 95%. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas. Est-ce que la protection va être une protection durable à long terme? Quels sont les effets secondaires? Non, on ne sait pas. Si bien que nous, les médecins de la transplantation, on est vraiment embarrassés pour répondre à cette question. Et on nous a promis les vaccins pour le début de l'année 2021, mais il va falloir nous donner plus d'informations pour qu'on puisse prendre une décision. A priori, l'infection est quand même sévère et avec un taux de mortalité quand même qui fait qu'on aura tendance sans doute à conseiller d'être vacciné. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas répondre beaucoup plus à l'heure actuelle. C'est vrai qu'entre l'inconnu du vaccin et la balance entre le bénéfice et le risque n'est pas facile à faire. Voilà. Pardon. Oui, d'autant plus que c'est vraiment une nouvelle façon de fabriquer le vaccin. Après, il y aura des vaccins fabriqués de façon plus classique avec des virus atténués ou inactivés surtout. Par exemple, je pense que celui de Sanofi sera ça. Bon, là, on sera un petit peu plus à l'aise, mais ils sont aussi moins efficaces. Et il arrivera un peu plus tard, je crois. Oui, ils arriveront plus tard aussi. La question 3 concerne la greffe. Quel temps d'attente pour la greffe? La greffe va-t-elle être de nouveau arrêtée à cause du Covid? En fait, quel est l'impact toujours du Covid sur les greffes en cours? Alors là, c'est vrai que lors du premier confinement, on avait totalement arrêté la transplantation. Avec cette deuxième vague, ça a été complètement exclu d'arrêter la transplantation. C'est une décision qui a été prise avec l'Agence de biomédecine, les sociétés savantes comme la Société de néphrologie, la Société française de transplantation et l'Association française d'urologie. Donc, il a été clairement dit qu'il ne fallait pas arrêter les transplantations. Le message a été passé aux agences régionales de santé et au CHU pour que la transplantation soit considérée comme une activité prioritaire. Alors après, on va être bien sûr obligé de s'adapter à l'épidémie et donc les décisions seront prises localement en fonction de la gravité de l'épidémie, de l'occupation des services de réanimation, de la disponibilité des blocs, parce que quand il y a beaucoup de patients infectés dans une région, les blocs opératoires ne peuvent plus fonctionner, le matériel, le personnel est orienté vers les services de réanimation, les salles de bloc sont transformées en salles de réanimation, on ne peut plus bien sûr opérer. Mais pour le moment, on n'en est pas là et aucun centre n'a été obligé d'arrêter de transplanter à cause de l'infection Covid. Et donc, on peut après, suivant aussi la gravité de l'infection, peut-être discuter
comme on l'avait fait dans la première période, est-ce que chez certaines personnes, le risque paraît important, par exemple chez un patient qui est âgé, est-ce qu'on pourrait se dire, là, le bénéfice-risque fait qu'il vaudrait mieux le mettre en contre-indication de greffe pendant quelques semaines, mais ça, c'est vraiment à discuter localement entre le patient et son médecin. Donc, le maître mot, c'est il ne faut pas arrêter de prélever et il ne faut pas arrêter de transplanter. D'accord. Ok, merci beaucoup, professeur Rourmand. Nous allons laisser la parole au professeur Guérotte de Rouen pour les nouveautés thérapeutiques, notamment via la SFNDT. Merci. Merci beaucoup. Merci à France Rhin de me donner l'occasion de discuter, d'échanger avec vous aujourd'hui sur un sujet qui est très important, qui est celui des actualités thérapeutiques. Alors, c'est un domaine qui bouge beaucoup en néphrologie, on en est ravis, et donc on va aborder ceci ensemble. Alors, en 15 minutes, ça va être difficile d'aborder toutes les actualités, c'est une période particulièrement riche, et donc il a fallu que j'adopte une stratégie de sélection. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai décidé de choisir les éléments dont on va parler aujourd'hui. J'ai choisi 4 sujets qui ont tous été abordés lors du congrès de la SFNDT de cette année, qui abordent exclusivement des traitements, des médicaments, ou alors des stratégies thérapeutiques qui sont susceptibles de concerner un grand nombre de patients. Donc, je me suis permis d'exclure des maladies très rares, même s'il y avait des choses particulièrement intéressantes. Et puis, c'est que des approches thérapeutiques, de nouveaux traitements qui ont, à mon sens, un impact important à court terme ou, au pire, à moyen terme. Ce n'est pas de la recherche fondamentale, c'est vraiment des choses qui sont ou qui vont être appliquées dans les prochaines semaines ou années. Alors, on va parler de médicaments, et donc je ne peux passer outre la diapositive de liens d'intérêt. J'ai un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques avec qui j'ai des liens d'intérêt, mais je n'ai jamais, à titre personnel, perçu de rémunération, d'argent de l'industrie. Voilà, alors le premier sujet dont je vais vous parler, qui à mon sens est le plus important des 4, ce sont les glyphlosines. C'est un nom un peu barbare, ces médicaments, ils ont aussi un autre nom qui est inhibiteur de SGLT2. C'est un traitement qui s'inscrit dans le cadre principalement pour l'instant du diabète. Et donc il a été abordé dans plusieurs sessions de la SFNDT, notamment ici vous avez 2 sessions qui sont intéressées aux actualités thérapeutiques chez le patient atteint de néphropathie diabétique. Juste pour vous situer le contexte du diabète, c'est en France aujourd'hui la première cause d'insuffisance rénale chronique. Je vous montre ici les données du registre rein, c'est le registre dans lequel les néphrologues rentrent les données des patients qui arrivent en dialyse. Et vous voyez que alors que l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux patients qui présentent une insuffisance rénale liée à des insuffisances rénales non diabétiques est relativement stable, le diabète a tendance à augmenter d'année en année et va bientôt, probablement, si les choses continuent comme ça, dépasser les autres néphropathies non diabétiques. C'est clairement aujourd'hui la première cause d'insuffisance rénale chronique en France, c'est un problème absolument majeur. Et donc, du fait que c'est un problème majeur, il faut trouver de nouveaux traitements pour mieux prendre en charge ce diabète et les complications du diabète. Alors, pour qu'on parte tous bien du même niveau de compréhension de ce qu'est le rein et de comment vont fonctionner ces médicaments, je vous propose un petit focus. Donc ici, vous avez un rein qui est coupé en 2. Et si on regarde au microscope, ce petit triangle correspond à une partie de rein dans laquelle vous commencez à voir ce qui est l'unité fonctionnelle du rein. Dans chaque rein, on a 1 million de petits filtres qui sont suivis par des tubules qui vont retravailler l'urine. Tous ces tubules se rejoignent et vont produire l'urine que vous allez éliminer. Okay, ça, c'est une de ces unités fonctionnelles qu'on appelle le néphron, avec le filtre ici dans lequel va arriver le sang, et l'urine va passer à travers ce filtre, qui s'appelle le glomérule, et va être retravaillé par le tubule, et va ensuite se rejoindre pour devenir l'urine terminale. Okay, donc, si on veut protéger le rein, eh bien, il faut s'intéresser aux mécanismes par lesquels ces structures-là sont atteintes par les maladies. Alors, comment marchent ces glyphlosines? Je vous ai reproduit ici, c'est une diapositive qui a été faite par Antoine Lanoux à Caen, qui m'a aimablement autorisé à la reprendre. Je vous ai reproduit ici ce qui se passe avec le sucre dans le rein. Donc, en fait, à travers ce filtre où arrive le sang, le sucre va passer dans le tubule, et puis à l'état de base, on a des petits canaux, des petits transporteurs qui vont récupérer ce sucre de telle sorte qu'il ne soit pas dans les urines, mais qu'il retourne dans le sang. D'accord? Donc, de base, quand tout va bien, quand on n'est pas diabétique, on n'a pas de problème rénal, eh bien, le sucre passe à travers ce filtre et est récupéré par ces transporteurs qu'on appelle SGLT2 et retourne dans le sang. Quand on est diabétique, il y a plus de sucre qui va passer, et puis il y a surtout plus de ces petits transporteurs qui vont s'exprimer pour récupérer le sucre. Et donc, en fait, on va récupérer davantage de sucre, et avec ce sucre, on va aussi récupérer du sel. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu complexe, mais que je vais vous schématiser comme ceci, c'est que le sel, d'habitude, il se retrouve dans le tubule,
et il freine un peu la pression dans le filtre du rein. Alors que là, comme le sel va être en partie réabsorbé, va être en partie récupéré du fait du problème du diabète, eh bien, vous allez avoir une augmentation de la pression dans les filtres du rein, dans les glomérules, qui va conduire à des lésions rénales, à des anomalies au niveau des structures des filtres des reins, et ça va contribuer à l'insuffisance rénale dans le diabète. Donc, ces médicaments, comment est-ce qu'ils marchent? En fait, ils vont bloquer les transporteurs dont je vous parle ici, la SGLT2, c'est des médicaments qui s'opposent au fonctionnement de ces transporteurs de telle sorte que le sucre et le sel, ils ne vont pas être réabsorbés et ils vont se retrouver plus loin dans le tubule. Donc le sel se retrouvant plus loin, le mécanisme de protection de ce filtre, il est rétabli, donc on a moins de lésions rénales. Et en plus, comme on élimine du sel et du sucre, vous pouvez imaginer que plus d'élimination de sel, ça fait plus de baisse de pression artérielle, ça va être un élément majeur de gestion de la pression artérielle. Et puis quand on perd du glucose, on peut mieux contrôler le diabète, et puis aussi perdre des calories, et donc mieux contrôler son poids. Donc c'est potentiellement une classe super intéressante dans le diabète. Donc ça, c'est la théorie. Mais alors en pratique, qu'est-ce qu'il en est? Il y a plusieurs grandes études, je vais vous en montrer une ici, qui se sont intéressées à l'impact de ces médicaments dans le diabète. Ça, c'est l'une des principales études qui nous concerne en néphrologie, qui s'appelle l'étude Crédence. Elle a été publiée dans le principal journal de médecine l'année dernière. Et donc, cette étude, qu'est-ce que c'est? C'est 4400 patients diabétiques de type 2, c'est le principal type de diabète, qui ont une fonction rénale avec un DFG, ce qu'on appelle la clairance, ce que vous voyez écrit sous le chiffre de créatinine sur les prises de sang, entre 30 et 90 millilitres. Ça veut dire que les reins marchent plus de 30% de la normale, schématiquement, et ils ont une fuite d'albumine de plus de 300 mg par gramme ou par jour. Donc, c'est des patients qui, en moyenne, dans cette étude, avaient 63 ans, qui avaient un diabète avec une hémoglobine glyquée qui témoigne de l'équilibre à 8,3%, et ils avaient en moyenne une fonction rénale à 56%, un DFG à 56 millilitres. On a tiré au sort entre un placebo et ce traitement, la canagliflozine. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des résultats absolument majeurs. Le critère primaire, c'est-à-dire ce sur quoi on décide savoir si l'étude a marché ou pas, c'est un critère composite. Ça veut dire que chaque patient qui atteignait un des éléments de ce critère composite était considéré comme ayant ce problème de critère composite primaire. Donc, soit une insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire qu'il y a besoin de la dialyse ou de la greffe, soit la créatinine qui double sur la prise de sang, soit un décès attribué à une cause cardiovasculaire, un infarctus, un AVC, ou une cause rénale. Et donc, vous voyez que les gens qui ne prenaient pas le médicament, il y avait 61 patients sur 1000 tous les ans qui atteignaient l'un de ces éléments du critère primaire. Et chez les gens qui prenaient le traitement, seuls 43. Ça fait une réduction du risque de faire ce critère composite de 30%. C'est majeur. C'est majeur. Et donc, quand on voit avec le temps comment les choses évoluent, vous avez ici la courbe des gens qui prennent le placebo en jaune et qui prennent le médicament en bleu. Et à chaque fois qu'une personne va atteindre le critère composite, donc l'un de ces éléments-là, la courbe va monter. Et vous voyez que les patients qui prennent le médicament ont moins d'événements de plus en plus avec le temps par rapport aux patients qui ont le placebo. C'est vraiment quelque chose d'important. Si on regarde ce qui se passe sur les reins, il y avait un critère rénal qui associait l'évolution vers l'insuffisance rénale terminale, le doublement de la créatinine et le décès d'origine rénale. Et là, vous voyez qu'on a un gain de 34% pour les patients qui prennent le médicament par rapport aux patients qui prenaient le placebo. Vous voyez que plus le temps passe et plus ça a tendance à se creuser également. Ça, c'est quelque chose qui peut parler de façon assez simple. C'est l'évolution de la fonction rénale avec le temps entre les patients qui prennent le placebo en jaune et les patients qui prennent le médicament en bleu. Vous voyez qu'au départ, il y a une petite baisse qui n'a pas d'importance majeure, il ne faut pas que ça fasse peur, ça. Et ce que vous voyez, c'est que la baisse de la fonction rénale, c'est-à-dire de combien le DFG, le pourcentage de fonction rénale, va baisser tous les ans, est linéaire chez les patients qui ne prennent pas ce médicament. Par contre, chez ceux qui prennent le médicament, on freine la dégradation de la fonction rénale. Et l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire le besoin d'être dialysé ou d'être greffé, vous voyez qu'on gagne 32% avec le médicament par rapport au placebo, c'est absolument majeur. Donc ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée au professeur Prima, qui essaye d'extrapoler les résultats de cette étude, si elles étaient vraies dans le temps, au fur et à mesure que les gens continuent à prendre le traitement, au-delà de la période qui a été juste évaluée dans l'étude. Donc, ce que l'on peut estimer, c'est qu'un patient qui a 63 ans et qui a une fonction rénale à 56% de la normale et qui est diabétique, s'il ne prend pas le médicament, en moyenne, il va perdre 4,6 millilitres minutes de DFG, de clairance, tous les ans, en moyenne.
ce qui fait qu'il va arriver à 10 minutes, le moment où on considère la dialyse ou la greffe, à l'âge de 63 ans en moyenne encore une fois. Par contre, avec ce médicament, si dans le temps l'effet est pérenne, eh bien vous voyez qu'on va gagner en termes de chiffre de baisse, on ne va plus perdre 4,6 mais 1,8, 1,9 minutes tous les ans, de telle sorte qu'on arrivera à ce stade plutôt à 88 ans. C'est très théorique, mais ça vous donne une idée de ce qu'on peut estimer comme bénéfice potentiel de cette traitement. Les autres études sur les médicaments, sur cette classe de médicaments, donnent en gros les mêmes résultats, de telle sorte que les recommandations internationales, les unes après les autres, sont en train de positionner cette classe de médicaments très haut dans l'arbre décisionnel de traitement des patients qui ont le diabète et qui ont l'insuffisance rénale. Donc, en premier lieu, on met les adaptations du mode de vie, activité physique, la nutrition, la perte de poids, mais vous savez que tout ça, c'est pas facile, mais c'est quand même la base. On met de la metformine, donc c'est ce qu'on appelle les biguanides, hein, il y en a beaucoup, je vais vous passer les noms commerciaux, et puis ce médicament arrive très tôt, compte tenu des bénéfices rénaux et cardiovasculaires qu'ils ont montré. Donc c'est vraiment, à mon sens, une avancée absolument majeure en néphrologie dans le diabète, et pas que dans le diabète. La deuxième classe de médicaments dont je vais vous parler, plus rapidement pour les classes qui viennent, c'est un médicament qui s'appelle les stabilisateurs de HIF. C'est des médicaments qui sont une sorte de remplaçant de l'EPO potentiel. Donc ça a été discuté dans notamment cette session-ci, qui s'appelait « Quand le rein boit rouge », avec le docteur Pierre Bataille, qui a parlé des nouveaux traitements de l'anémie dans la maladie rénale chronique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces médicaments? En fait, c'est des médicaments qui vont jouer sur la façon dont les cellules vont produire de l'EPO. Vous savez que l'EPO, c'est l'hormone qui nous permet de garder des globules rouges en quantité suffisante, et que quand on a une insuffisance rénale, cette EPO, elle manque. C'est pour ça qu'un certain nombre d'entre vous prennent de l'EPO en injection avant la dialyse ou en dialyse. Ce médicament, en gros, il agit sur une des voies qui fait synthétiser l'EPO. Qu'est-ce qui se passe de base dans ces cellules? En fait, les cellules qui synthétisent l'EPO, si on a assez d'oxygène, en fait, elles vont être un peu au repos. Et elles vont être au repos notamment par cette voie qu'on appelle la voie de HIF, qui va s'auto-dégrader, pour faire simple. Si par contre on manque d'oxygène, c'est ce qui peut se voir notamment si on va en montagne, mais globalement, quand on a moins de globules rouges, on va manquer d'oxygène, et le globule rouge est le transporteur d'oxygène, eh bien cette voie, elle va s'activer, et donc le HIF va rentrer dans le noyau des cellules et va conduire notamment à la synthèse d'EPO qui va synthétiser des globules rouges. Okay, donc c'est une voie qui, lorsqu'elle est activée, fait synthétiser des globules rouges. Et donc, quand on donne ce médicament, un médicament qui stabilise ce HIF à des patients, vous voyez l'hémoglobine qui progressivement va monter. C'est pareil que quand on donne de l'EPO en injectable. Alors que quand on donne un placebo, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, globalement, ce médicament, c'est potentiellement un concurrent de l'EPO. Quel est l'avantage majeur pour les patients qu'on peut imaginer? C'est que c'est un médicament qui n'est pas injectable, c'est par voie orale. Donc, autant quand on est en hémodialyse, ça n'a pas d'impact forcément majeur de s'injecter dans les circuits l'EPO, mais par contre, quand on est en dialyse péritonéale ou qu'on est en pré-dialyse et qu'on a besoin d'EPO, avoir un médicament par voie orale, ça peut être un bénéfice majeur. En plus, pour des raisons que je vous passe, ça permet de mieux utiliser le stock de fer pour fabriquer les globules rouges. Ça peut avoir un effet bénéfique sur le cholestérol, donc pas mal d'avantages potentiels. Comme inconvénient potentiel, il y a le fait que ces médicaments ont un risque théorique d'augmenter le nombre de cancers. Pour l'instant, ça n'a jamais été démontré, c'est un risque théorique vu le mécanisme d'action. De même, il y a un risque cardiovasculaire théorique, et donc on attend des données à plus long terme, et ça va arriver dans les toutes prochaines années. Et donc, potentiellement, si ces données sont rassurantes, c'est des médicaments qu'on peut imaginer sur le marché probablement dans 2 ans en France. Troisième nouveauté thérapeutique, alors ce n'est pas une vraie nouveauté, ce qui est nouveau, c'est que là, on a des recommandations internationales qui sortent et qui nous motivent de plus en plus les néphrologues et les patients à modifier les apports en protéines dans l'insuffisance rénale chronique. Donc, il y a eu plusieurs sessions là-dessus. Les grands spécialistes en France sont à Lyon et à Bordeaux notamment. Donc, le professeur Denis Fouque nous a présenté les dernières recommandations qui ont été reprises ici par Laetitia Kopp de son équipe. Je vous en résume le principal enseignement qui est basé sur des grandes études antérieures, c'est que chez les patients qui ont une insuffisance rénale stade 3 à 5, donc c'est les patients qui ne sont pas dialysés, mais qui sont, on va dire, en pré-dialyse ou avec une insuffisance rénale qui est déjà un petit peu évoluée, l'ensemble des études de données de la littérature aujourd'hui suggèrent que pour freiner le risque d'évolution vers le stade terminal de l'insuffisance rénale chronique, un régime limité en protéines ou un régime fortement limité en protéines avec des compléments alimentaires pourrait être utile. Et donc ça, c'est quelque chose qui, dans nos centres, va de plus en plus être proposé aux patients qui sont motivés, bien sûr, pour faire ces approches diététiques. Ce n'est pas vrai en dialyse. En dialyse,
les reins ne fonctionnent plus et donc on est vraiment dans une optique diététique très différente. Ça ne s'entend que par une stratégie progressive avec une diminution des apports par rapport aux 0,8-1 g/kg de la population générale, en diminuant progressivement à 0,6 puis éventuellement à 0,4 sous couvert d'apports complémentaires d'acides aminés que le néphrologue peut vous prescrire. Surtout ça nécessite un accompagnement important. Et donc, dans le congrès de la SFNDT, le Dr Kopp avait estimé dans son centre le temps nécessaire de diététicien par an pour instaurer ce régime. Vous voyez que c'est 6h20 par patient. Donc, le professeur Prima vous parlait tout à l'heure du forfait maladie rénale chronique et des bénéfices potentiels pour les patients. Le diététicien en fait partie. Pour l'instant, on est quand même loin d'avoir 6h20 de temps diététicien par patient. Mais pour les patients motivés, ça peut valoir le coup. Dernière nouveauté dont je veux vous parler, c'est la diphénylécéphaline. C'est un nom à coucher dehors, mais c'est important, vous allez voir. Donc ça, c'est un élément qui a été discuté dans une session, je crois, qui était vraiment intéressante, c'est la session syndrome urémique de la paillasse aux patients. Donc, il y avait notamment eu un patient partenaire du Canada qui était intervenu sur les symptômes de la maladie rénale chronique. Et juste avant était intervenu Laurent Misery, qui est professeur de dermato à Brest, qui est le spécialiste français du prurite. Le prurite, c'est quoi? C'est la gratouille. C'est quand on se gratte. C'est hyper fréquent dans la maladie rénale chronique, surtout chez les patients dialysés. Vous voyez, 40% des patients dialysés qui présentent ce symptôme. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent très bien. Et donc, c'est souvent aggravé après la dialyse. Surtout, c'est très sous-estimé par les professionnels. Si on ne vous demande pas, vous n'exprimez pas forcément ce symptôme, vous ne le rapportez pas assez, alors que c'est un point majeur et que dans ce travail, qui est un travail international auprès de patients, pour essayer de savoir qu'est-ce que les patients voudraient qu'on mette en avant dans les études de recherche scientifique, eh bien, les patients qui sont en dialyse mettent le prurite, le fait que ça gratte, parmi leurs priorités pour trouver des nouveaux traitements. Donc, c'est de ce dont je vais vous parler là. C'est une classe, un nouveau médicament qui pourrait marcher sur le prurite des patients en dialyse. Donc, c'est un médicament qui marche sur des récepteurs opioïdes. C'est des récepteurs aux opiacés, à la morphine, si vous voulez, à la morphine endogène. Ces récepteurs, ils s'appellent kappa, et donc ils sont situés notamment au niveau de la peau et au niveau de la moelle épinière. Donc, en fait, ça va modifier, quand on module ces récepteurs kappa, en fait, ça va modifier la transmission du signal neurologique du fait que ça gratte depuis la peau via la moelle épinière jusque dans le cerveau qui intègre bien sûr la sensation que ça gratte. Et donc, c'est aussi dans ce même journal, le New England, le principal journal de médecine, qu'un article est sorti chez les patients en dialyse qui ont un prurite. Qu'est-ce que cette étude a montré? Que chez 378 patients qui avaient un prurite modéré à sévère, ils avaient randomisé, c'est-à-dire qu'ils avaient au hasard décidé de donner soit du placebo 3 fois par semaine, soit des injections de ce médicament, la diphénylécéphaline en dialyse, 3 fois par semaine. Et donc, ils ont regardé dans les semaines qui ont suivi ce que ça a donné en termes de symptômes. Ben, vous voyez que les patients qui reçoivent le placebo, 28% ont décrit que leur prurite diminuait, alors que ceux qui recevaient ce médicament, sans le savoir, hein, c'est au hasard, c'est en aveugle, 49%, la moitié des patients ont vu au bout de 12 semaines une amélioration avec des effets secondaires tout à fait minimes. Donc ça, c'est l'évolution du score de prurite, du fait que ça gratte, sous placebo et sous diphénylécéphaline. C'est absolument spectaculaire. Et donc, c'est un espoir, je pense, pour les patients qui ont ce symptôme en insuffisance rénale. Donc, pour l'instant, il n'est pas disponible en France, mais ça va très probablement arriver dans les prochaines années. Alors, il a fallu faire des choix, hein, donc, avec le temps dont je disposais. Donc, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé. Je vais juste citer quelques-unes des nouveautés dont on entendra parler, vous entendrez possiblement parler dans les prochaines semaines en fonction des pathologies qui vous concernent. Dans le diabète, il y a un autre médicament qui s'appelle la finérénone, qui a aussi montré un intérêt dans l'amélioration de la progression de l'insuffisance rénale dans le diabète, moindre par rapport aux médicaments dont je vous ai parlé, les inhibiteurs de la SGLT2, mais quand même assez important. Dans le lupus, c'est une maladie auto-immune, le belimumab, c'est un médicament qui joue sur les lymphocytes, les globules blancs, montre qu'on contrôle mieux la maladie avec ce nouveau médicament. C'est une étude qui est sortie il y a quelques mois. Une maladie très rare, l'hyperoxalurie primaire, qui donne une insuffisance rénale et des lithiases et des problèmes d'ossification globalement, avec une nouvelle classe de médicaments, les ARN interférents, qui donnent des résultats spectaculaires. Une autre maladie auto-immune, les vascularitas en cas, avec des nouveaux bloqueurs du complément, qui est protéines de l'inflammation, qui ont également des résultats intéressants. Chez les patients qui présentent une artérite, notamment en dialyse, c'est très fréquent. En France, il y a plusieurs études, plusieurs équipes qui s'attachent
a étudié l'intérêt de la réophérèse. C'est une technique, on va dire, d'hémodialyse améliorée, pour faire simple, qui nettoie un peu mieux le sang et qui peut-être pourrait améliorer certains symptômes dans l'artérite. On ne sait pas trop pour le moment, mais la France est en première position pour tester ce type d'approche. En hémodialyse, vous savez que les fabricants de générateurs sont en permanence à la recherche de nouveaux modules qui permettent de mieux gérer les paramètres de dialyse, notamment la gestion du sel en dialyse, le sel qui s'échange entre le sang et le dialysat. Et donc, il y a de nouveaux modules qui permettent d'être plus efficaces, plus progressifs sur cet aspect-là. Et puis en greffe, beaucoup de nouveautés en greffe. Juste un mot pour dire que le Belatacept, qui est un médicament qui était assez largement prescrit dans certains centres qui avaient réussi à négocier avec leur administration parce que ce n'était pas encore remboursé et qui était très restreint dans d'autres, finalement est devenu autorisé, une autorisation de mise sur le marché. Donc il y a de plus en plus d'entre vous qui vont pouvoir utiliser ce médicament, notamment chez les patients qui ne tolèrent pas bien la principale classe d'antirejets qui sont les anticalcinurines, le Prograf ou le Néoral. Donc ça va discuter au cas par cas avec les néphrologues. Et puis des traitements plus lourds dans des rejets humoraux, le daratumumab qui nous vient de l'hématologie, les anti-IL-6 et d'autres médicaments anti-inflammatoires qui pourraient avoir un intérêt dans certains cas spécifiques. Voilà ce que je pouvais vous dire dans le temps qui m'était donné. Merci beaucoup, même si vous avez un petit peu débordé quand même. Hein. On a quand même du coup une question qui permet de résumer, je pense, un petit peu tout ça. C'est y a-t-il des nouveautés pour ralentir la progression de la maladie et protéger la fonction rénale? Je pense que c'est pour synthétiser un petit peu ce dont vous venez de nous parler. Oui, alors effectivement, on n'a jamais eu autant de nouveautés sur ce sujet-là. C'est le sujet majeur en néphrologie. Est-ce qu'on peut ralentir la progression, même indépendamment de la cause de la maladie rénale? Donc la classe dont je vous ai parlé, je vous ai dit que dans le diabète, ça ralentissait la dégradation de la fonction rénale. C'est aussi vrai dans d'autres néphropathies, maladie de Berger par exemple. On va le savoir dans les mois qui viennent, mais certaines études qui sont sorties suggèrent que ça dépasse largement l'intérêt dans le diabète, donc c'est vrai. Et puis à la fin, je vous ai parlé de la finérénone, qui aussi a un intérêt pour ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Dans ce cas-là, c'est vraiment dans le diabète. Donc ouais, il y a des nouveautés tout à fait excitantes. Merci beaucoup. Du coup, je vais m'adresser au professeur Frima, savoir est-ce qu'on a des nouveautés, des résultats sur le parcours de soins d'une part et sur les régimes végétariens d'autre part, ce qui permet de répondre à certaines questions de nos patients, même si on ne peut pas répondre encore une fois à tout le monde. On ne vous entend pas, professeur Frima. La question du parcours de soins est vraiment une question importante. Donc, c'est la raison pour laquelle il m'a semblé nécessaire de vous faire une petite présentation sous forme de diaporama. Vous voyez mes diapos, ça va? Oui, c'est bon, merci. C'est bon? Oui, donc avec cette notion donc d'une prise en charge au forfait, je vais un petit peu vous expliquer de quoi il s'agit. C'est important de souligner dès le début de cette petite présentation que ce forfait est en cours de mise en place sur l'ensemble des centres de néphrologie en France, de façon un petit peu différente, de façon adaptée, mais c'est vraiment une démarche nationale. Alors, cette classification, bon, vous la connaissez tous, c'est la classification des stades de la maladie rénale chronique, du stade 1 au stade 5. Cette classification s'appuie sur le débit de filtration glomérulaire qui va diminuer progressivement au fur et à mesure de la destruction du parenchyme rénal. Elle s'appuie également aussi sur des marqueurs d'atteinte rénale que vous connaissez bien, albuminurie, hématurie, etc., ou des anomalies à l'échographie. Et en fonction du stade, on aura la notion de maladie rénale chronique avec simplement quelques éléments de marqueurs d'atteinte rénale. Et puis, on va avoir l'insuffisance rénale chronique avec son niveau de sévérité de plus en plus important. Ça, c'est une classification qu'il faut toujours avoir en tête. Et vous savez qu'on est, pour le forfait, on va être sur le stade 4 ou 5. Une façon un petit peu différente de présenter cette maladie rénale chronique, c'est de présenter son évolution dans le temps. Il va y avoir des facteurs de risque et puis on va être au stade 2, stade 3, on va évoluer vers les stades 4, 5 de sévérité, on va se rapprocher de la nécessité de remplacer les reins.
qui est important de souligner, c'est que aux différents moments d'évolution de ces maladies, et vous le savez bien, ça se passe souvent sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, aux différents moments de l'évolution de cette maladie, il y a des risques de complications associés, des complications cardiovasculaires, des complications ostéo-articulaires, du phosphocalcique, etc., etc. Et tant les complications que la suppléance rénale vont exposer les patients à un risque de décès. L'idée générale, donc, c'est de faire en sorte que, au long de l'évolution de cette maladie rénale, avec les différents intervenants, votre médecin généraliste, les autres spécialistes, puis quand la maladie s'aggrave, le néphrologue, les infirmières de pratique avancée en lien avec le médecin généraliste, eh bien, on met en marche des soins, une coordination des soins qui comprennent l'étape diagnostique, les traitements, une surveillance, l'accompagnement, un suivi avec évaluation, de sorte que on ralentit la progression vers la suppléance de la suppléance de la fonction rénale, qu'on fait en sorte que le patient se stabilise et a le moins de complications possibles. Alors, cette situation, cette organisation est évidemment difficile à mettre en place, et vous avez ici une photographie qui est issue de la grande étude de CKD-RIN, sans doute que certains d'entre vous y ont participé. C'est une étude qui a été faite avant la dialyse, lorsque le DFG est compris entre 60 et 15, et cette étude a montré que plus l'insuffisance rénale est sévère, stade 3, stade 4, stade 5, moins les recommandations pour le nombre de consultations annuelles sont respectées. En effet, regardez, pour le stade 4, 63% des patients voient leur néphrologue au moins 2 fois par an. Mais pour le stade 5, c'est que 33% qui voient au moins 4 fois par an leur néphrologue. Donc, une situation finalement d'organisation assez inadaptée. L'idée, donc, du législateur, mais des professionnels, puisqu'un groupe de professionnels, en particulier le professeur Combe de Bordeaux, ont travaillé vraiment de façon approfondie pour la mise en place de ce forfait. L'idée, c'est de faire en sorte qu'au lieu d'avoir une prise en charge au coup par coup, on a une prise en charge dans le temps avec une collaboration des différents professionnels pour mettre en œuvre un projet de soins le plus efficace possible. Alors, dans ce forfait, on a les consultations avec le néphrologue, on a des séances d'éducation thérapeutique qui sont en fait prises en charge en plus des soins qui sont compris dans le forfait. Par contre, on a un entretien avec le diététicien, la diététicienne. On peut avoir l'intervention du psychologue, assistante sociale. APA, c'est assistance, c'est adaptation, non, c'est activité physique adaptée, pardon, activité physique adaptée. Donc, un certain nombre d'interventions qui entrent dans le cadre du forfait. On a aussi une coordination du parcours, ça c'est presque le plus important, une coordination du parcours par une infirmière dédiée sur cette action. Et pour que le forfait puisse être perçu, eh bien, on doit avoir au moins une consultation avec le néphrologue dans l'année et au moins 2 contacts avec un autre des intervenants du domaine paramédical. Il faut aussi souligner ici que si vous voyez votre cardiologue, c'est pris en charge par ailleurs. Si vous voyez le dermato, si vous êtes hospitalisé, c'est pris en charge par ailleurs. Ce forfait, donc voici le montant, 375 € par an au stade 4, 575 € au stade 5. Ce forfait, il est fait encore une fois pour faire en sorte que les soins soient organisés au mieux en étant au plus près de la stabilisation, en évitant au maximum les complications, en ralentissant la progression vers la suppléance de la fonction rénale, que les soins soient organisés au mieux pour les patients stade 4, stade 5. Et ça repose beaucoup, je vous le disais à l'instant, sur l'infirmière de coordination. C'est elle qui va s'entretenir donc avec le patient, faire le suivi de son parcours. C'est elle qui va travailler en lien avec les autres intervenants, la diététicienne,
les spécialistes de l'activité physique, les assistantes sociales, psychologues, etc. C'est elle aussi qui va donner le feu vert pour l'éducation thérapeutique. Donc, au lieu d'avoir des interventions au coup par coup, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on a un suivi dans le temps avec une infirmière de coordination, des moyens aussi de secrétariat qui sont mis en place pour avoir une gestion des rendez-vous et un contact possible à tout moment. Donc l'idée générale qui est que on a, au fur et à mesure de la dégradation de la fonction rénale, des impacts sur l'alimentation, des impacts sur l'équilibre phosphocalcique, etc. Tout n'est pas représenté sur cette figure, mais l'idée générale, au fur et à mesure de la dégradation de la fonction rénale, c'est de tendre vers un meilleur équilibre diététique. Et dans la question, il y avait aussi la question d'un régime plus végétarien. C'est ici qu'il faut souligner, ça a été dit aussi par le professeur Guérotte, que eh bien, un régime qui est appauvri en protéines, un régime est un régime qui va plus respecter la fonction rénale. La question des médicaments est un sujet important, il va falloir s'organiser, l'activité physique est au centre, donc toute une organisation pour faire en sorte d'avoir un bon équilibre vis-à-vis de la maladie qui est responsable de l'insuffisance rénale, vis-à-vis des enjeux dans la vie quotidienne, des enjeux de diététique, de règles hygiéno-diététiques, d'activité physique, de prise des médicaments bien comprises, bien acceptées, pour faire en sorte que le patient puisse avoir des soins les plus adaptés possibles et qu'on ait une efficacité renforcée vis-à-vis de la maladie. Voilà, donc encore une fois, ce forfait est en cours de déploiement depuis 1 année maintenant en France. La mise en place dans les différentes structures de soins a été malheureusement retardée par le virus. Pour ce qui est le cas, par exemple, à Nancy, dans le centre où je travaille, on a un décalage de 4 à 6 mois, mais la structure aujourd'hui est de plus en plus opérationnelle et elle permet de répondre aux besoins des patients. Je ne sais pas si vous aviez des questions, Madame Vandeviver. Non, j'en ai pas d'autres. Je vous remercie beaucoup. On a répondu, ou du moins en synthétisant le plus possible les questions des patients. Encore une fois, on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais on en fera d'autres, notamment sur les effets secondaires de la dialyse et de la greffe, très probablement dans les prochaines semaines. Donc avec voilà, je vous remercie beaucoup. On a bien noté les questions et on y répondra sans faute. Oui, d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et merci à tous nos auditeurs. Bonne soirée à tous. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.